Chers élèves, bonjour. On a vu dans la première séance l'organisation de la fleur et les pièces florales qui composent la fleur. Dans cette deuxième séance, on va traiter l'organisation de l'organe reproducteur mâle, à savoir l'étamine, et la formation des graines de pollen. Et puis, on va traiter l'organisation de l'organe reproducteur femelle, à savoir le pistil, et la formation des sacs embryonnaires. Donc, on va commencer tout d'abord par l'étude de l'étamine. L'étamine qui est un organe reproducteur mâle. On va commencer par l'observation de l'étamine. On va se servir d'une loupe binoculaire. L'observation montre les organes essentiels dans la reproduction, à savoir les étamines, comme vous les voyez ici, qui sont formés par deux parties, les anthères, et puis le filet. Donc le filet joue le rôle de support qui porte les anthères. Donc là, on a un schéma qui nous permet de légender les différents éléments constituant l'étamine. Donc vous voyez l'anthère, l'anthère qui est porté par le filet, qui a un rôle de support qui permet de maintenir les étamines sur la fleur. Donc l'étamine, elle se compose d'une anthère qui est fixée à un filet par un connectif. Donc le connectif, c'est le lien d'insertion de l'étamine, bien sûr, sur le style. On va maintenant passer à l'observation microscopique d'une coupe de l'anthère. Bien sûr, on réalise la coupe pour voir ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a à l'intérieur des anthères. Donc là, on a à gauche un schéma d'une étamine et à droite une coupe transversale au niveau de l'anthère, et on voit que l'anthère est formée par des sacs polliniques qui sont au nombre de 4. Donc chaque deux sacs polliniques forment une loge, et par la suite on a deux loges avec 4 sacs polliniques. Donc l'anthère, elle se compose de 4 sacs polliniques qui sont pleins de grains de pollen. Bien sûr, la libération des grains de pollen, elle est possible après la déhiscence des sacs polliniques, comme on va le voir après. Donc là, on a une coupe transversale au niveau de l'anthère. On va essayer de voir les différents éléments constitutifs de l'étamine. On va commencer de l'extérieur vers l'intérieur. Donc on a l'épiderme qui joue le rôle dans la protection de l'anthère. Et puis, on a un tissu nourricier qui permet la nourriture des grains de pollen. Et puis, on a une assise mécanique qui joue un rôle dans la déhiscence et la libération des grains de pollen. Et à l'intérieur, on a bien sûr les sacs polliniques renfermant bien sûr, selon le cas, des cellules mères de grains de pollen s'il s'agit d'une anthère jeune, ou bien des grains de pollen s'il s'agit bien sûr d'une anthère qui est mature. Et enfin, on a la fente déhiscence. C'est une fente, c'est une sorte d'ouverture qui permet la libération de grains de pollen à la maturité de l'anthère. Là, on a une autre coupe transversale au niveau de l'anthère, c'est comme la précédente, mais il s'agit d'une anthère qui est mature. On voit que les fentes de déhiscence sont ouvertes et ils permettent la libération des grains de pollen pour favoriser bien sûr la dissémination et la libération des grains de pollen. Donc on a une étamine mûre libérant les grains de pollen, et par la suite le grain de pollen, comme on va le voir, c'est un gamétophyte mâle contenant la cellule ou bien les cellules mâles. Dans le schéma, on a une coupe transversale d'une étamine, mais cette fois-ci une étamine qui est mature. On voit au niveau de l'étamine, bien sûr, l'ouverture au niveau des fentes de déhiscence, ce qui permet bien sûr la libération des grains de pollen. Donc là, on va se poser la question, bien sûr, comment se forme le grain de pollen. Et bien sûr, pour répondre à ces questions, il est impératif de rappeler, si vous voulez, certains concepts, à savoir le concept de la méiose.
Et lorsqu'on parle de méiose, bien sûr, on parle également de la mitose, qui sont deux types de division. Donc la mitose, comme vous le voyez ici, c'est un processus qui permet la division de la cellule mère en deux cellules filles. Mais avant de parler de mitose et de méiose, il est important de rappeler un petit peu, si vous voulez, la notion de l'information génétique qui est responsable des caractères génétiques. L'information génétique elle est contenue dans des filaments nucléaires qui se trouvent au niveau des noyaux et qu'on appelle des chromosomes. Donc les chromosomes, si vous voulez, ce sont les structures où se trouve l'information génétique qui est responsable des caractères génétiques de tout être vivant. Donc, bien sûr, chaque espèce elle est caractérisée par un nombre de chromosomes. Et pour, bien sûr, faciliter l'étude, on va se contenter d'une paire de chromosomes. On va partir de deux chromosomes, un chromosome noir et un autre qui est blanc. Donc, bien sûr, pour voir ce qui se passe lors de la division de la cellule formée par deux chromosomes. Donc, on va partir d'une cellule mère à deux chromosomes, à deuxième chromosome qui est égal à 2, dans ce cas. Bien sûr, cette cellule, lorsqu'elle va subir le processus ou bien la division de la mitose, donc avant la division, les filaments nucléaires ou bien les chromosomes doivent subir le phénomène de la duplication. Donc on va assister au phénomène de la duplication des chromosomes et on va voir une paire de chromosomes qui est dupliquée. On voit ici le chromosome noir avec deux chromatides, deux filaments qui sont liés au niveau d'une structure qu'on appelle le centromère. Également, la même chose pour l'autre chromosome blanc. Vous voyez qu'il est formé par deux filaments qui forment un chromosome dupliqué. Donc, après la duplication des chromosomes, la cellule va se diviser par le processus de la mitose, par la division de mitose, et va donner deux cellules filles avec chacune deux chromosomes. Donc, si on essaie de comparer les deux cellules filles avec la cellule mère dont ils sont issus, on voit que les deux cellules filles, elles ont le même nombre de chromosomes et par la suite le même patrimoine génétique que la cellule mère. Et de là, on peut déduire le rôle de la mitose. Donc la mitose, c'est une division qui permet de donner à partir d'une cellule mère à deuxième chromosome, deux cellules filles également à deuxième chromosome. Et par la suite, la mitose, c'est une division conservatrice, c'est-à-dire qui conserve le même patrimoine génétique chez les cellules filles, il conserve le même nombre de chromosomes, et par là, on peut déduire que le rôle de la mitose, c'est la multiplication cellulaire. Ce processus de multiplication cellulaire chez les êtres vivants, il se fait au niveau des ondes de croissance, par exemple chez les plantes au niveau du bourgeon, au niveau de la racine. Donc, c'est le processus responsable de l'élongation. Chez les humains, par exemple, c'est le processus responsable bien sûr, de la cicatrisation lors de la blessure. Donc, c'est par multiplication cellulaire ou par mitose qu'on arrive à colmater, si vous voulez, la blessure. Elle est responsable également du développement de l'œuf en embryon, puis en nouvel individu. Donc, enfin, en résumé, on peut dire que la mitose, c'est une division qui permet de donner deux cellules filles à partir d'une cellule mère et qui ont le même patrimoine génétique et le même nombre de chromosomes. C'est une division qui permet la croissance ou bien la multiplication cellulaire et par la suite la croissance des tissus. Maintenant, on va passer à l'autre type de division qui nous intéresse énormément dans ce cours, c'est la méiose. Donc la méiose, c'est un autre type de division. Donc de la même façon, on va partir par souci de simplification. On va partir d'une cellule mère à deuxième chromosome, avec 2n est égal à 2 chromosomes. On ne va pas encombrer le schéma avec des chromosomes, avec un excès de chromosomes. Donc on va partir de 2n est égal à 2, un chromosome noir et un chromosome blanc. Donc comme on l'a vu lors de la mitose, donc avant la division, les chromosomes se dupliquent et on va voir des chromosomes dupliqués. Donc on va voir une cellule à 2n est égal à 2 chromosomes, mais les chromosomes sont dupliqués.
au niveau de leur centromère. Donc, comme on le voit sur le schéma, la cellule, après la duplication, va subir deux divisions. Une division réductionnelle plutôt. La première division, c'est une division réductionnelle. Pourquoi on l'appelait réductionnelle? Parce qu'il va permettre la réduction du nombre de chromosomes. On va avoir deux cellules filles, chacune avec un seul chromosome, mais qui sont dupliquées. Après, chaque cellule fille va subir une autre division, qu'on va appeler division équationnelle. Lors de cette division, on va assister au clivage des centromères, c'est-à-dire la structure qui permet de maintenir les deux chromatides ensemble, et va donner deux cellules avec chacune un seul chromatide ou bien un seul chromosome. Et par la suite, on voit que la mitose, ou plutôt la myose, c'est une division qui, à partir d'une cellule mère à 2 N chromosomes, va nous donner 4 cellules à N chromosomes. Ces cellules, on dit que ce sont des cellules haploïdes. Donc, on aura 4 cellules haploïdes à N chromosomes. Ici, en l'occurrence, N est égal à 1, puisqu'on est parti d'une cellule 2N est égal à 2 chromosomes. Et de là, on peut déduire le rôle de la myose. Donc, la myose, c'est une division qui permet de réduire, si vous voulez, le nombre de chromosomes de moitié. Et à partir d'une cellule mère à 2 chromosomes, c'est-à-dire diploïde, on va obtenir 4 cellules à N chromosomes, c'est-à-dire haploïdes. Et de là, je peux déduire le rôle de la myose, c'est qu'il permet de réduire le nombre de chromosomes pour aboutir à des cellules haploïdes qui vont former des gamètes ou des spores. En résumé, on parle un petit peu sur le rôle de la mitose et de la myose. Donc la mitose est un processus de division cellulaire. Elle permet la multiplication des cellules tout en gardant le même nombre de chromosomes et donc le même patrimoine génétique. La myose, c'est un processus de division cellulaire qui permet la formation des gamètes. Elle comporte 2 divisions cellulaires successives. La première division est une division réductionnelle. Elle permet de passer de 2 N chromosomes dédoublés à un chromosome dédoublé. La seconde division, elle est dite équationnelle car elle conserve le même nombre de chromosomes. On passe de N chromosomes dédoublés à N chromosomes simples. En bilan, la myose permet ainsi la formation de cellules filles haploïdes à partir d'une cellule mère qui est diploïde. Donc on va maintenant exploiter ce qu'on vient de voir pour bien sûr comprendre la formation des grains de pollen. Donc au niveau des loges polliniques ou bien des sacs polliniques, on a une cellule mère, lorsque le sac pollinique ou bien l'anther elle est encore jeune, n'est pas mature. La cellule mère elle est diploïde, c'est-à-dire à 2 chromosomes. Elle va subir une méiose qui est formée par 2 divisions, une division réductionnelle et une division équationnelle, pour donner 4 cellules filles haploïdes qu'on va appeler, ou bien qui vont former ce qu'on appelle des microspores haploïdes. Après, chaque cellule ou bien chaque microspore va subir une mitose et le processus de la différenciation pour donner chacune 2 cellules qui vont s'organiser de telle sorte qu'une cellule de grande taille qu'on va appeler la cellule végétative renferme la cellule de petite taille qu'on va appeler la cellule reproductrice. Avec, bien sûr, ces 2 cellules sont toutes haploïdes. Et c'est pour cela qu'on parle de gamétophyte, donc le grain de pollen, puisqu'il forme la cellule reproductrice qui va donner les gamètes, donc on parle de gamétophyte mâle. Donc au niveau du jeune sac pollinique, chaque cellule mère diploïde subit une méiose qui donne 4 cellules haploïdes. Ces cellules haploïdes sont appelées des microspores. Chaque microspore se divise pour donner 2 cellules haploïdes qui coexistent dans le grain de pollen et une cellule végétative qui renferme la cellule reproductrice qui va donner bien sûr les 2 gamètes mâles ou bien des entérozoïdes qu'on va le voir après. Maintenant, on va vous donner, si vous voulez, la structure schématique des grains de pollen. Donc, comme vous le voyez, c'est une structure qui est formée
de l'extérieur vers l'intérieur par l'exine. Au niveau de l'exine, on trouve une ornementation qui est très importante. Cette ornementation elle est spécifique pour l'espèce. Il y a une discipline qu'on appelle la palynologie qui s'intéresse à l'étude, bien sûr, des grains de pollen. Il permet de déterminer le type de végétation dans les couches les plus anciennes à partir de ces grains de pollen, parce que chaque ornementation est caractéristique d'une espèce donnée, donc et par la suite il peut nous renseigner sur la végétation ancienne. Donc au niveau de cette exine, on voit des pores, on voit leur rôle après dans la germination du grain de pollen et la formation du type pollinique. On va voir son rôle capital si vous voulez, dans la sortie du tube pollinique. Et après, on a une autre paroi qu'on appelle l'intine, elle est interne. Donc ces deux parois elles recouvrent la cellule de grande taille qu'on appelle la cellule végétative avec son cytoplasme noyau, qui renferme bien sûr la cellule interne. C'est une cellule régénératrice ou bien une cellule reproductrice qui va donner les deux entérozoïdes. Donc après avoir étudié le pollen, donc on va donner un petit résumé. Donc le grain de pollen est une structure qui est entourée de deux membranes, l'intine et l'exine. Ce dernier il est perforé, si vous voulez, de pores. Le grain de pollen il est formé de deux cellules, une grande cellule végétative, à l'intérieur de laquelle se trouve une cellule appelée génératrice ou reproductrice. Cette dernière qui donne les entérozoïdes ou bien les gamètes mâles qui sont l'équivalent des spermatozoïdes chez les animaux. Donc on peut considérer le grain de pollen comme un gamétophyte mâle. Donc l'étamine est l'organe mâle de la reproduction chez les angiospermes. Elle se compose d'un filet et d'une anthère au sommet. L'anthère elle est formée par deux loges. Chaque loge elle est formée par deux sacs polliniques contenant des cellules mères de grains de pollen dans les anthères jeunes et des grains de pollen dans les anthères mûrs. Les quatre sacs polliniques à maturité ils vont libérer les grains de pollen suite à l'ouverture des fentes de déhiscence. Le pollen forme l'élément fécondant mâle de la fleur. Le grain de pollen elle est formé de deux cellules, une de grande taille dite cellule végétative au sein de laquelle se trouve une petite cellule dite cellule reproductrice. C'est cette dernière qui va donner les entérozoïdes, c'est-à-dire les gamètes mâles. Donc on peut considérer le grain de pollen comme un gamétophyte mâle, c'est-à-dire une plante qui produit le gamète mâle mais qui est en miniature. Après avoir étudié l'organisation de l'appareil reproducteur mâle, maintenant on va entamer l'organisation de l'appareil reproducteur femelle. Il s'agit en l'occurrence du pistil ou bien du génicée. Comme on l'a déjà vu, il est formé par trois parties, le stigmate, le style et l'ovaire. Donc on va s'intéresser dans notre étude à l'ovaire parce que c'est l'élément le plus intéressant au niveau du génicée. Donc, comme vous le voyez au niveau du schéma A, donc on a schématisé, si vous voulez, un pistil et avec le stigmate, le style et l'ovaire, comme vous le voyez. Donc, on a réalisé une coupe transversale au niveau de l'ovaire, tout simplement. On réalise des coupes transversales pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de la structure. On a réalisé la coupe. Donc, on voit ici, on a une photo réelle au niveau de l'ovaire. On voit que l'ovaire est formé par, si vous voulez, trois loges, ou bien trois chambres qu'on appelle des carpelles. Chaque carpelle est formée par des structures qu'on appelle les ovules. Ici en coupe, on voit que chaque carpelle, au niveau de la coupe, chaque carpelle est formée par deux ovules. Et chaque ovule, elle est rattachée au centre de l'ovaire qui forme ce qu'on appelle le placenta axial puisqu'il est au niveau du centre ou bien l'axe central de l'ovaire. Donc on peut dire que l'ovaire elle est formée par des carpelles et chaque carpelle est formée par des ovules. Donc on va s'intéresser maintenant à l'étude de l'ovule. Donc c'est pour cela qu'on va réaliser, si vous voulez, une coupe longitudinale au niveau de l'ovule. Donc,
donc la photo C nous donne une coupe au niveau de l'ovule et le schéma D nous donne un schéma bien sûr qui nous permet de distinguer les détails au niveau de l'ovule. Donc vous voyez que l'ovule est formé de l'extérieur vers l'intérieur d'un tigiment externe et puis d'un tigiment interne qui laisse une fente qu'on appelle le micropyle. On va voir après son intérêt, l'intérêt du micropyle. À l'intérieur, on trouve un sac embryonnaire qui baigne, si vous voulez, dans un tissu qu'on appelle le nucelle. L'ovule est rattaché au placenta par ce qu'on appelle un funicle. Donc le funicle, il sert pour rattacher l'ovule au placenta. Donc l'élément qui apparaît intéressant pour nous au niveau de l'ovule, c'est le sac embryonnaire. Donc on va donner les détails du sac embryonnaire au niveau du schéma E. Donc on voit que le sac embryonnaire, c'est une structure qui est formée par des cellules, comme on le voit nettement sur le schéma. Donc on voit, si on peut compter, si vous voulez, 7 cellules. Donc en bas, on a l'oosphère, l'oosphère qui forme le gamète femelle, qui est entouré par 2 cellules qu'on appelle les synergides, c'est-à-dire les synergides, 2 cellules qui vont aider l'oosphère à la croissance. Et à l'intérieur, dans le côté opposé, on trouve 3 antipodes. Le tout il est enfermé dans une cellule à 2 noyaux polaires qu'on appelle ou bien qu'on nomme cellule centrale. Donc en résumé, le pistil est l'appareil reproducteur femelle des fleurs, puisqu'on a vu qu'à l'intérieur des pistils, il y a formation des gamètes qu'on appelle ici oosphère. Ce n'est pas l'ovule, mais c'est l'oosphère. Elle est constituée de 3 parties, le stigmate, le style et l'ovaire. L'ovaire est formé par des carpelles. Chaque carpelle contient des ovules, dont le nombre, bien sûr, il diffère selon les espèces. L'ovule, elle contient de l'intérieur, ou bien à l'intérieur, un tissu nutritif qu'on appelle, si vous voulez, le nicelle, au centre duquel on trouve le sac embryonnaire qui contient le gamète femelle, ou bien l'oosphère. Le nicelle, il est entouré de tigiments qui forment une étroite ouverture, si vous voulez, qu'on appelle le micropyle. Maintenant, on va essayer de voir, comme on l'a vu pour le grain de pollen, on va essayer de voir comment se forme le sac embryonnaire, puisque c'est la structure la plus importante au niveau du pistil ou bien du gynécée, étant donné qu'il contient l'oosphère ou bien le gamète mâle. Donc le schéma, on va commencer la lecture du schéma de la gauche à droite. Donc à gauche, on a une cellule mère des sacs embryonnaires qui est contenue dans le nicelle. Donc une cellule mère des sacs embryonnaires a 2 N chromosomes, c'est-à-dire qu'il est diploïde. Cette cellule va subir une méiose. Quand je dis méiose, c'est 2 divisions, une division réductionnelle et une division équationnelle, pour donner bien sûr 4 cellules haploïdes qu'on va appeler des macrospores ou bien des mégaspores selon la littérature. Donc 3, comme vous le voyez sur le schéma, 3 vont dégénérer. Uniquement une seule qui va persister, qui va rester. Donc on va avoir une seule macrospore à partir de la cellule mère du sac embryonnaire qui est haploïde. Cette cellule va subir 3 mitoses et donc logiquement on va aboutir à la formation de 8 cellules. Donc ici on a obtenu 8 noyaux parce qu'il n'y a pas encore cloisonnement des cellules qui vont s'organiser pour former les différentes cellules du sac embryonnaire, à savoir la cellule centrale avec 2 noyaux, et dans l'un des pôles on a les trois antipodes, et dans le pôle opposé on a l'oosphère, la structure qui nous intéresse, qui est très importante, qui est entourée de synergides. L'oosphère, elle est haploïde, mais il faut rappeler également que tout le sac embryonnaire, elle est haploïde puisqu'il est issu de la méiose, de la division de la cellule mère suite à une division méiotique. Donc on a un sac embryonnaire à 7 cellules avec 8 noyaux haploïdes à N
chromosomes. Donc, vous le voyez sur le schéma, c'est la structure qu'on va trouver au niveau de l'ovule. Et de là, j'aimerais bien vous rappeler que lorsqu'on parle de l'ovule, ce n'est pas le gamète femelle. L'ovule, c'est une structure qui contient le sac embryonnaire. Au sein du sac embryonnaire, on a l'oosphère qui représente le gamète femelle chez les angiospermes. Donc, en résumé, au sein d'une cellule, une cellule mère diploïde a 2 chromosomes. Elle va suivre une méiose pour donner 4 cellules haploïdes à un chromosome, dont 3 vont dégénérer. La cellule restante, plutôt, qui persiste, est une mégaspore qui va subir 3 mitoses pour donner 8 cellules formant ce qu'on appelle le sac embryonnaire. Le sac embryonnaire qui va former ce qu'on appelle le gamétophyte femelle puisqu'elle renferme le gamète femelle. Deux de ces cellules vont rester fusionnées en une cellule à 2 noyaux. Ainsi, le sac embryonnaire mature, elle est formée de la structure qui est très importante, qui est l'oosphère, et les 2 synergides au pôle micropilaire, c'est-à-dire du côté des micropiles, et 3 antipodes au pôle opposé. Une cellule centrale avec 2 noyaux, toujours haploïdes. On a vu dans cette séquence, pour conclure, l'étude de l'organisation de l'appareil reproducteur mâle. Il s'agit en l'occurrence de l'étamine. On a vu que les gamètes mâles sont formés au niveau du grain de pollen. Donc, le grain de pollen, c'est la structure qui contient le gamète mâle. Et l'organisation de l'appareil reproducteur femelle, on voit bien sûr après la formation des grains de pollen et la maturation des anthères, on voit la libération des grains de pollen qui vont tomber sur le stigmate, c'est le stigmate du pistil. Bien sûr, c'est logique puisque après la formation des gamètes mâles contenus dans le grain de pollen et le gamète femelle contenu dans l'ovule, et plus particulièrement au niveau du sac embryonnaire, les 2 gamètes doivent se rencontrer. Et ce dépôt de grains de pollen sur le stigmate des pistils forme ce qu'on appelle la pollinisation. Bien sûr, cette pollinisation elle est très importante pour la transformation de la fleur en fruits contenant des graines. Dans la prochaine séance, Inch'Allah, on va voir ce qui se passe après la pollinisation et la formation et comment va se faire la formation ou bien la transformation de la fleur en fruits. Et sur ce, je vous dis au revoir, à la prochaine séance, Inch'Allah.